L'invité de la rédaction aujourd'hui, Gilles Rivière-Wechstein, rédacteur pour la revue Agriculture et Environnement et auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier est intitulé Glyphosate, l'impossible débat, paru aux éditions Le Publieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Et à mes côtés pour vous interroger, Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Une première question, monsieur Rivière-Wechstein. Pourquoi le débat s'est-il cristallisé depuis plusieurs années déjà autour de ce seul glyphosate, alors qu'on le sait, nombre d'autres produits sont a priori beaucoup plus dangereux? Absolument. Non seulement ils sont beaucoup plus dangereux, mais celui-là est de loin le moins dangereux. Donc s'il y en a un parmi tous les pesticides et herbicides qu'il faudrait garder, c'est bien le glyphosate. Alors, dans votre livre, la thèse, on va dire, de votre enquête, c'est que là, ce que vous appelez en tout cas la manipulation de l'opinion publique européenne à propos du glyphosate, elle est en fait partie depuis les États-Unis. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment? Alors, il faut, pour retracer les choses correctement, il y a toujours eu dans l'imaginaire collectif une mauvaise presse vis-à-vis de Monsanto, donc l'entreprise qui a développé cet herbicide. Et donc, c'est vrai que les herbicides, les pesticides n'ont pas bonne presse, et donc on a affaire là à ce qu'on pourrait appeler le coupable idéal. Alors, mais ceci dit, il y a 5 ans, tout le monde avait un bidon de Roundup, enfin tous les jardiniers avaient un bidon de Roundup chez soi, ça posait pas de problème, on l'utilisait, et franchement, c'était un non-sujet. C'est devenu un sujet à partir de 2 éléments. Le premier élément, c'est lorsque le CIRC, donc le Centre international de recherche sur le cancer, qui s'occupe de la classification pour savoir ce qui est cancérigène ou pas, une agence de l'OMS, une agence de l'OMS et de l'OMS ou de l'OMS, et donc a déclaré qu'il, après une étude, qu'il était cancérigène probable. Alors, je vous rappelle que l'eau chaude, par exemple, les boissons chaudes, c'est cancérigène certain. La charcuterie, cancérigène certain. Ce n'est pas une évaluation pour savoir s'il y a un risque, mais c'est simplement est-ce qu'il y aura un mécanisme ou pas. Cet avis a été comme une bombe atomique dans le domaine de l'homologation, et toutes les agences sanitaires ensuite se sont penchées sur ce problème en se disant est-ce que nous sommes passés à côté de quelque chose. Alors je vous rappelle que depuis 5 ans, toutes les agences sanitaires donc qui homologuent les produits sont absolument en désaccord avec cet avis et continuent de dire pour nous, absolument pas cancérigène probable. Donc il y a pas. Donc ça a été le point de départ. Ce point de départ a été quelque chose d'idéal, d'une part pour tous les gens qui, en gros, voulaient se faire la peau de Monsanto, mais aussi aux États-Unis pour des cabinets d'avocats qui sont des spécialistes dans ce qu'on appelle les class actions. Alors il faut bien comprendre qu'ils y vont contre tout le monde. Nutella, par exemple, a été condamné à 3 millions de dollars parce que une consommatrice de Californie disait qu'elle n'avait pas été suffisamment informée sur le fait que c'était gras. Alors, en l'occurrence, il y a eu des procès retentissants et qui ont donné raison à ces avocats puisque Monsanto a été condamné à des très fortes amendes. Mais attendez, parce que pour venir sur cette question-là, c'est que donc à partir du moment donné où le CIRC a fait cette déclaration, les cabinets d'avocats se sont dit là on a un cas intéressant puisque les gens qui ont des cancers, il y en a plein, les gens qui utilisent du glyphosate, il y en a plein, et donc on va faire une campagne de recrutement. Et donc ils ont recruté des gens en mettant des annonces en disant est-ce que vous avez un cancer, est-ce que vous avez utilisé le glyphosate, venez nous voir, nous on va vous donner de l'argent. Pour faire des litiges de masse. Litiges de masse. Et donc on en est aujourd'hui à 40 000 litiges de masse. À partir de là, ils ont développé tout un argumentaire pour essayer de convaincre les jurys d'avoir raison, bien entendu. C'est une bataille juridique aux États-Unis. Et dans cette bataille juridique, l'enjeu c'était quoi? C'était est-ce que l'avis du CIRC, il est correct ou pas? Or, pour qu'il soit correct, il fallait bien expliquer que tous les avis de toutes les autres agences du monde n'étaient pas corrects, qu'elles s'étaient trompées. Et ce sont ces cabinets d'avocats qui ont développé tout l'argumentaire qu'il y a aujourd'hui dans notre inconscient. L'idée que Monsanto a été capable de corrompre toutes les agences du monde, que ce produit est dangereux, qu'on ne sait pas, qu'il faut attention. Et c'est ça. C'est cette campagne, moi, ce que j'ai montré dans mon livre, c'est comment l'argumentaire, les éléments de langage, comme on dit, de ces cabinets d'avocats, se sont retrouvés dans la presse principalement européenne. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est effectivement, c'est un sujet juridique aux États-Unis. En France, plus particulièrement, et en Europe, c'est devenu un débat d'opinion publique très passionnel. Vous dites qu'il n'existe pas aux États-Unis. Il n'y a pas d'enjeu sur le glyphosate aux États-Unis. Dans l'opinion publique, il y en a un en Europe. Alors, comment vous expliquez la différence? Parce que il y a un terrain fertile à ce genre de campagne en France. Mais effectivement, comme vous dites, ce qui est très intéressant, c'est que personne aux États-Unis demande la suppression du glyphosate. Les avocats américains ne demandent
demandent pas la suppression du glyphosate. Eux, ce qu'ils veulent, c'est encaisser entre 10 et 20 milliards de dollars, sachant ils ont une commission de 10%. Donc je vous dis pas les enjeux pour eux, hein. Parce que 10% de 20 milliards, ça fait quand même 2 milliards. Donc eux, ils ne demandent pas l'interdiction. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que Monsanto, maintenant Bayer, puisque Bayer a racheté Monsanto, soit condamné. Donc on ne demande pas l'interdiction du glyphosate. Et en France, on demande l'interdiction du glyphosate. Donc finalement, ce qui risque de se passer... Principe de précaution, c'est ce qu'on met en avant. Oui, mais enfin, le principe de précaution, c'est autre chose. Là, on a toutes les agences sanitaires qui vous disent qu'il n'y a pas de problème. Donc principe de précaution, non. Principe de précaution, c'est quand les agences sanitaires ne savent pas trop. Là, elles vous disent tout. Ça fait 40 ans qu'on a regardé cette molécule. C'est la molécule qui est la plus étudiée de tous les pesticides. Donc ils nous disent clairement, non, il n'y a pas de danger. Et l'ANSES, encore aujourd'hui, continue à vous le dire. Hein. Donc soyons clairs et nets. Donc voilà, ce qui est grave dans cette histoire, c'est que les agriculteurs français risquent d'être les dindons de la farce, puisque finalement, on va interdire ce produit chez nous. Alors, est-ce que ça ne les force pas quand même à trouver des alternatives, là où il y aurait eu peut-être moins de recherches sur des alternatives s'il n'y avait pas eu ce débat? Écoutez, ça fait 40 ans que ce produit existe, je peux vous assurer que ça fait 40 ans qu'il y a une course pour avoir des alternatives à ce produit. Et si on n'en a pas trouvé, c'est que c'est parce que c'est un très 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 bon produit et en plus de ça, pas très cher. Donc je pense que les agriculteurs aujourd'hui, s'ils avaient une alternative, ils l'utiliseraient parce qu'il n'y a aucune raison qu'ils n'utilisent pas. Alors ça commence à venir, ça commence à venir. La recherche s'est développée. Et on s'arrêtera là. Merci Gilles Rivière avec Stein, rédacteur de la revue Agriculture et Environnement, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Glyphosate, l'impossible débat. Et merci également à Anne-Laure Chouan.